Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. En visite au Tatarstan, en Fédération de Russie, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a rencontré les responsables de la société Yandra. Il s'agit de la société chargée de la réalisation de la raffinerie d'or du Mali, dont la première pierre a été posée le 16 juin dernier au centre des échanges. Le point d'avancement dans la concrétisation de ce projet est la prise en compte du volet formation pour le transfert de technologie. Bamako abrite depuis ce matin les travaux de la 10e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Les ministres des pays membres de l'agence réunis pour l'occasion devront examiner les conclusions des travaux des experts tenus en amont et surtout préparer la prochaine conférence des chefs d'État prévue ici à Bamako. Les membres du Conseil national de transition ont adopté ce matin plusieurs projets de loi intéressant la vie de la nation. Il s'agit du projet de loi portant financement du projet d'appui pour la sécurité de l'eau au Mali, celui relatif à la création de la Direction générale des collectivités territoriales. Plus de 76 tonnes de drogue et autres produits stupéfiants ont été incinérés par l'Office central des stupéfiants OCS. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Cette substance qui détruit la jeunesse et dont sa dépendance nuit gravement à la santé. Ce soir, nous nous intéressons également à la prise en charge des toxicomanes par le Centre de réduction des risques et de prise en charge des addictions de Bamako. Ravi de vous retrouver pour ces 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, poursuit sa visite officielle au Tatarstan, en Fédération de Russie. Le chef de l'État a visité ce matin l'usine de fabrique d'hélicoptères de Kazan avant d'apprécier les productions de la société de la marque Kamaz. Des camions de combat, de transport de bus et autres amenés sur place. Une visite guidée qui a permis de constater la performance de l'armement russe, une inspiration pour le Mali pour de projets futurs. Nos envoyés spéciaux, Sira Batili et Adama Kamara, y reviendront dans nos prochaines éditions. Et je vous l'annonçais hier dès son arrivée au Tatarstan, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta et le reste du Tatarstan se sont rencontrés pour la première fois. Ils ont eu un entretien en tête-à-tête avant de rejoindre les deux délégations pour faire le point des accords déjà scellés dans le cadre de la construction de la raffinerie d'or du Mali, Kaza, une ville économique parée aux couleurs du Mali pour magnifier les liens de coopération Mali-Russie. Deux présidents ont échangé sur les secteurs qui peuvent être en plus à cette coopération, outre celui des mines. À l'issue de la rencontre des deux pays, ont échangé le pacte d'actionnaires et les statuts de la société de raffinerie du Mali. Nos envoyés spéciaux, Sera Batili, Adama Kamara, nous amènent au Tatarstan.
Le Tatarstan, la république qui tient les ailes économiques de la Fédération de Russie de par ses grandes productions. C'est la machine à outils des équipements militaires russes et bien d'autres. Kazan, sa capitale, se met aux couleurs du Mali avec à l'entrée de la ville ce portrait géant du président de la transition souhaitant la bienvenue au général d'armée Assimi Goïta. Le président Goïta et le roi du Tatarstan, Rustam Minikhanov, se rencontrent pour la première fois dans la trajectoire d'une coopération déjà scellée entre le Mali et le Tatarstan. Les deux présidents décident de hisser leurs relations au plus haut niveau. Un tête-à-tête pour camper le décor et faire le point de la principale convention, c'est l'accès sur le secteur des mines avec la construction en vue de la raffinerie d'or du Mali par la société Yadran du Tatarstan. Minikhanov, à l'entame de ses propos, magnifie l'histoire de l'Afrique et ses potentialités de développement avant de faire part de ses ambitions pour le renforcement de la coopération de son pays avec le Mali. Ces dernières années, le continent africain est marqué par la croissance économique forte. Pour la Russie, le continent africain, c'est un partenaire important pour le travail et la coopération avec lequel exige des efforts. En octobre de cette année, on va célébrer le 65e anniversaire de relations diplomatiques avec le Mali. Les positions de la Russie et du Mali sont proches, par exemple dans le domaine de la formation du monde multipolaire et de la sécurité internationale. Les domaines perspectives de développement de la coopération avec le Mali sont les suivants. Le travail avec le domaine des mines, le développement de l'infrastructure, le domaine de la pêche, de l'agriculture, bien sûr l'enseignement et d'autres domaines. Sur le continent africain, on connaît bien les hélicoptères russes qui sont produits, les hélicoptères Mi, qui sont produits à Kazan, et aussi les camions Tatar Kamaz, qui sont devenus plusieurs fois les gagnants du rallye Dakar. Nous pensons qu'il y a des domaines perspectives pour le travail avec le Mali. Il s'agit de la machinerie, de la raffinerie, de l'agriculture et des innovations. Bien d'autres secteurs peuvent être bénéfiques à cette coopération, comme les secteurs de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En prenant la parole, le président Goïta a tout d'abord présenté la dizaine de ministres qui l'accompagnent pour la concrétisation des projets. Il a ensuite rappelé les enjeux de ce déplacement. Nous vous remercions de l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée. Nous venons de Moscou suite à l'invitation du président de la Fédération de Russie, son Excellence, le président Vladimir Poutine. Les relations entre la Fédération de Russie et le Mali remontent depuis au temps de nos premiers présidents. Donc, à travers la transition qui a débuté en 2020, que nous avons pu renforcer davantage cette coopération avec la Fédération de Russie. Cette coopération bilatérale touche plusieurs domaines de la diplomatie. Nous nous soutenons mutuellement au niveau des instances internationales et dans plusieurs organisations lors des votes. Et c'est l'occasion de remercier le président Vladimir Poutine de tous les soutiens multiformes dont le Mali a bénéficié sous son leadership. Cela concerne les transports, l'agriculture, les mines, l'énergie, aussi l'enseignement supérieur. Donc c'est dans ce cadre que nous avons vraiment demandé au président Vladimir Poutine d'effectuer une visite ici à Kazan. Après les échanges, les deux pays, à travers leurs ministres en charge des mines, ont échangé le pacte d'actionnaires et les statuts de la Sorema, société de raffinerie du Mali. Les contrats matérialisés, direction la salle des fêtes du palais présidentiel pour un moment de rappel culturel. Mais avant, les 35 étudiants maliens au Tatarstan sont venus à la rencontre du président Goïta dans la cour du palais pour parler de leurs préoccupations quant au transfert de technologies en matière d'enseignement supérieur déjà envisagé par le Mali. Les molécules dont on parle, c'est vous. Dans la salle des fêtes, le Tatarstan culturel a été présenté à l'hôte du jour dans une atmosphère avec un cachet de bonne ambiance.
Toujours à Tatarstan, le général Assimi Goïta a aussi rencontré les responsables de la société Yandra chargée de la réalisation de la raffinerie d'or du Mali, dont la première pierre a été posée le 16 juin dernier. Une réunion d'échange qui a permis de faire le point d'avancement dans la concrétisation de ce projet et de rappeler les délais pour ce projet. Le volet formation est pris en compte pour le transfert de technologies. Pour plus de détails, écoutons successivement le chef investissement et développement de la société Yandra et le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux Sira Batili et Adama Kamara. Nous avons informé Monsieur le Président du statut actuel de ce projet. On a expliqué tout le processus et nous avons reçu une évaluation positive de la part de Son Excellence. Il faut dire que nous sommes fiers et nous sommes très ravis de pouvoir réaliser ce projet et de travailler avec des professionnels. Nous espérons finaliser ce projet, continuer notre travail au niveau de notre société, mais aussi au niveau de la Fédération russe. Comment ça va se passer concrètement ce projet, sa réalisation? De notre côté, notre société, elle va financer le projet, elle va s'occuper de la formation du personnel et donc comme un résultat, nous voulons transformer tout le secteur dans votre pays, le secteur de ce domaine. Le plan de la transition a bien voulu recevoir la partie malienne et la société Yadran, justement pour qu'on puisse porter à sa connaissance des informations complémentaires sur le projet, les dernières étapes justement, sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour que le travail puisse concrètement commencer sur le terrain. Et aujourd'hui, nous pensons que les choses avancent normalement. Et dans ces projets, comme cela a été rappelé par notre partenaire, Yadran intervient comme l'investisseur, mais aussi nous avons dit que c'est un projet qui doit s'accompagner par le transfert de connaissances, parce que désormais tous les projets que nous ne développons pas avec nos partenaires ont une dimension transfert de connaissances pour que nous puissions avoir des spécialistes de qualité dans notre pays. Et cet accompagnement va se faire de plusieurs façons sur place. Donc, dans l'accompagnement au niveau de l'usine, avec les experts qui viendront, qui vont habiter, qui vont travailler dans l'usine. Et l'autre aspect aussi, c'est pour ce qui concerne certaines spécialités, c'est d'envoyer donc nos étudiants, nos travailleurs ici en Russie, pour qu'ils viennent se former. Et donc, c'est pour dire que c'est un projet qui se poursuit normalement. Et je pense que très très bientôt, les gens vont voir des choses concrètes sur le terrain. Donc c'était une réunion de dernier réglage? Une réunion de dernier réglage, on va dire, disons les rencontres techniques continuent entre les deux parties. Et parmi les projets en cours d'étude et d'opérationnalisation, le volet de la communication figure en place. Le Mali coopère avec la Russie sur le projet de satellite communication pour réduire les frais de communication. Une agence spatiale. La formation des Maliens a déjà commencé à ce niveau. Pour en savoir davantage, écoutons le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Eliane, au micro de nos envoyés spéciaux, Sira Batili et Adama Kamara. Je participe à la visite officielle de Son Excellence, le président de la transition du Mali, général d'armée Assimi Goïta, dans le cadre du renforcement de notre collaboration et de notre coopération économique. Moi, je m'occupe du volet communication. En cela, nous avons deux gros projets que nous avançons avec la Russie. Le premier, c'est celui des satellites. Nous travaillons avec nos frères de l'AES et la Russie pour lancer des satellites, dont un satellite de communication, n'est-ce pas, qui va nous permettre de réduire nos frais de communication, nos frais de transmission, de diffusion de télévision, de radio, permettre aussi de communiquer sur nos télévisions, sur nos radios, sur nos véhicules, nos bateaux et nos avions. Et également, le second, c'est des détections terrestres. Donc, il va permettre d'abord de surveiller nos frontières,
de surveiller tout l'espace territorial, notamment au niveau des difficultés environnementales, au niveau de la destruction de nos forêts, de la faune, de la progression urbaine et de tout ce qui peut vraiment faire le développement ou en tout cas porter atteinte aux intérêts du Mali sur son territoire. Le second gros projet, c'est celui de l'agence spatiale. Et nous travaillons également avec la Russie pour pouvoir créer une agence spatiale afin de permettre au Mali de maîtriser, n'est-ce pas, tous les tenants et les aboutissants technologiques et puis intellectuels de ce travail. En cela, nous avons commencé d'abord la formation. Normalement, nous allons bientôt envoyer des étudiants ici qui ont été déjà présélectionnés par le ministère de l'Enseignement supérieur sur la base d'une licence en sciences du domaine précis. Et donc les maires ont été choisis qui vont être formés ici. Et chaque année, nous allons envoyer 10 étudiants qui vont être formés pendant 4 ans. Donc ce qui va nous donner au bout de 4 ans une quarantaine de spécialistes. Et donc vous voyez que nous faisons les choses vraiment avec beaucoup de sérieux. Et c'est dans ce cadre que le Mali avance, parce que c'est ce que le président de la transition m'a instruit. Il m'a dit, je veux de la compétence, des transferts de compétences et de la technologie adaptée à nos réalités. Et nous travaillons à cela avec nos autres frères de l'AES. La communication qui est donc un volet très important de la chaîne, on peut le dire ainsi, ça voudrait dire que ce sont de nouvelles orientations pour améliorer le système de communication au Mali et au sein de l'AES. Oui, absolument, parce que vous savez que la plupart de nos télévisions, en tout cas nous au Mali, nous louons les services de Intelsat, qui est une société américaine, qui nous coûte très cher. Donc lorsque nous aurons nos propres satellites, tout cela va se faire chez nous. Même nos opérateurs de téléphonie que vous connaissez, Malitel et autres, sont tous en train de travailler avec ces opérateurs-là qui coûtent très cher. Donc lorsque nous aurons notre satellite sur orbite et que nous allons gérer à partir de notre agence spatiale, tout sera fait par les Maliens pour les Maliens et beaucoup moins cher pour les Maliens naturellement. Ici, à Bamako, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga s'est rendu ce matin au centre de coordination et de gestion des crises Sekojek. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un ensemble d'activités d'anticipation et de prévention des inondations, comprenant notamment les réunions du comité de gestion des crises et catastrophes ainsi que la campagne de curage des caniveaux. Après la visite du centre, le Premier ministre, non moins président du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, a exprimé toute sa satisfaction avec les dispositifs mis en place par les Sekojek. Il a aussi salué l'engagement de l'équipe. Reportage Mamari Kouni et Aliou Touré. Le Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes Sekojek, c'est un service stratégique du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui accueille le Premier ministre président du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, a tout d'abord remercié le Premier ministre pour cette visite avant d'expliquer les missions assignées au Sekojek et de rappeler les dispositions prises en vue d'élargir le comité interministériel à d'autres départements. En début de cet hivernage, nous avons reçu une instruction de la part de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir et bien entendu d'atténuer éventuellement les éventuelles conséquences liées aux inondations. Et l'année dernière, malheureusement, on se souviendra que les inondations, malheureusement, ont causé beaucoup de dégâts dans notre pays. Et c'est l'occasion pour moi, en son nom, de prier pour le repos des âmes, des personnes disparues. L'instruction que nous avons reçue, en particulier du chef de l'État, c'est d'insister sur le volet anticipation. C'est la raison pour laquelle depuis le début de l'année, le mois de janvier 2025, les premières réunions du comité interministériel de gestion des crises ont débuté. Et bien entendu, il y a eu d'autres actions, toujours dans le cadre de l'anticipation, à savoir le curage des caniveaux.
Dans son exposé, le coordinateur du centre, le médecin-colonel sapeur-pompier Issa Raoul Dana Dabo, a fait le bilan des inondations en 2024 et les enseignements tirés, le renforcement du cadre opérationnel du SECOGEC, la prévision 2025 et l'activation du SECOGEC. De son exposé, l'on retient que 729 cas d'inondation ont été enregistrés en 2024 avec 465 226 personnes sinistrées et 95 cas de décès. Le Premier ministre est ensuite rendu dans la salle des opérations pour voir le travail énorme qui s'est fait ici. Notre visite ce matin au SECOGEC s'inscrit toujours dans le cadre du facteur anticipation et surtout de constater de visu l'état de préparation du SECOGEC en début d'hivernage et voir quelles sont les dispositions idoines qui ont été prises pour prévenir les cas d'inondation et au demeurant les gérer. Je repars très satisfait. Le SECOGEC est très engagé avec un personnel qui a le moral. Je voudrais, au nom du chef de l'État, les remercier et féliciter bien entendu le ministre de la Sécurité et l'ensemble de ses collaborateurs. Et en priant également le bon Dieu afin que l'hivernage de cette année se déroule dans de bonnes conditions. Je voudrais lancer un appel à nos braves populations, c'est d'être à l'écoute des messages d'alerte des forces de sécurité impliquées dans la prévention d'inondations. C'est de respecter les consignes et surtout en cas de calamité, de compter sur d'abord et avant tout l'implication des services de la protection civile ou d'autres forces de sécurité. Créé en mars 2018, le SECOGEC a pour mission de faire face aux crises en assurant une réponse stratégique et coordonnée de l'État. Il demeure l'outil opérationnel du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. À ce titre, il est un acteur central dans la coordination des réponses aux crises. Le rôle du SECOGEC est d'apporter une réponse rapide et efficace en temps de crise, en facilitant la coordination des interventions et en veillant à l'organisation des secours. Je vous le disais, ouverture ce matin au CICB des travaux de la 10e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Les ministres des pays membres de l'agence planchent sur les conclusions des travaux des experts. La rencontre de Bamako, qui marque une étape décisive, devra adopter les principaux documents de planification et de gestion de l'agence, faire le point des contributions des États membres et surtout préparer la prochaine conférence des chefs d'État prévue ici à Bamako. C'est le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a, au nom du président de la transition, présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Reportage Mamari Kone et Ali Outouri. Au lendemain de la rencontre du comité technique des experts, les ministres en charge de l'environnement des 11 pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte se retrouvent à Bamako. Les travaux de cette 10e session du Conseil des ministres se tiennent autour d'un certain nombre de documents abordés par les experts. Au secrétariat exécutif de l'agence, on salue la disponibilité et l'engagement panafricaniste du Mali à abriter cette session. La réunion du Conseil des ministres est une instance statutaire qui nous permet de présenter réalisation de valider nos documents de planification et de recueillir les orientations des ministres assurant la tutelle de la Grande Muraille Verte. À ce propos, le comité technique des experts s'est réuni pendant ces 2 jours et a élaboré un rapport qui sera soumis à l'approbation du Conseil. C'est pour moi le lieu d'appeler à sa juste valeur l'expérience des structures nationales des pays membres, mais aussi l'accompagnement sans faille des partenaires techniques et financiers qui sont d'un apport considérable. Les ministres sénégalais et mauritaniens en charge de l'environnement pensent que cette agence est un levier de souveraineté écologique et économique. Nous partageons tous le constat que malgré les efforts significatifs, beaucoup reste à faire. Le moment est donc venu d'un réengagement collectif et d'une refondation stratégique de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte pour en faire un véritable instrument au service du développement durable du Sahel, du Sahara et de l'Afrique. Le Sénégal soutient pleinement l'accélération de la réforme de la gouvernance de l'Agence panafricaine, la mise en place d'un mécanisme de financement solide, le renforcement de l'Agence panafricaine en moyens humains, techniques et même diplomatiques.
L'initiative de la Grande Muraille Verte est avant tout l'expression d'une identité sahélo-saharienne partagée, symbolisant la résilience de nos peuples et leur volonté commune de faire face ensemble aux défis de changement climatique, de la désertification et de la pauvreté. Elle incarne une ambition panafricaine profondément enracinée dans l'histoire, la géographie et l'aspiration légitime de nos communautés du Sahel. Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur environnement et changement climatique, il faut abandonner les solutions individuelles pour la gestion de l'environnement. Disponibilité et soutien à cette initiative des 11 pays. La nouvelle stratégie de l'initiative de la Grande Muraille Verte, qui couvre la période 2024-2034, arrive donc à point nommé pour consolider les acquis de la décennie écoulée. Les partenaires techniques et financiers, à travers le groupe thématique environnement et changement climatique que je représente ce matin, restent résolument engagés pour la mise en œuvre de cette stratégie. Les travaux du comité des experts mettant en exergue les ressources mobilisées en faveur des pays et de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte illustrent encore une fois une avancée notable sur les questions de financement. Depuis sa création, dira le Premier ministre chef du gouvernement, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte incarne une ambition collective, à savoir restaurer les écosystèmes dégradés, renforcer la résilience des communautés rurales et enfin construire une économie verte inclusive dans l'espace sahélien. Aujourd'hui, plus que jamais, cette ambition résonne avec force et fait face aux défis environnementaux et au changement climatique. La Grande Muraille Verte est notre engagement commun d'inverser le processus de dégradation des terres en vue d'atteindre la neutralité en termes de dégradation des terres. Pour matérialiser cet engagement, nos chefs d'État ont créé le 17 juin 2010, en Djamena, au Tchad, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte sous l'égide de l'Union africaine et de la CENSAT. La présente session revêt une importance stratégique. Elle marque une étape décisive pour adopter les principaux documents de planification et de gestion de l'agence, apprécier l'état d'avancement du processus de recrutement du nouveau secrétaire exécutif, faire le point sur les contributions des États membres, examiner la nouvelle stratégie continentale de la Grande Muraille Verte en lien avec les orientations de l'Union africaine, discuter des modalités de construction du futur siège de l'agence à Nouakchott et surtout préparer dans les meilleures conditions la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue ici même au Mali cette année. Le Mali, pleinement conscient des responsabilités qui lui incombent en tant que président en exercice du Conseil des ministres, réaffirme ici son engagement à œuvrer pour une Grande Muraille Verte plus performante, plus inclusive et davantage orientée vers des résultats concrets au bénéfice direct de nos populations. Le Premier ministre a souhaité que les recommandations issues de cette 10e session contribuent de manière décisive à consolider l'action collective, à renouveler la vision stratégique commune et à renforcer la coopération entre les pays membres dans l'intérêt des populations. Sont membres de l'agence 11 États sahélo-sahariens, Burkina Faso, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad. Après les travaux, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a reçu en audience les ministres participant à ces travaux. La délégation conduite par le ministre malien de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est venue faire le point de l'évolution des travaux avant de solliciter les orientations et conseils avisés du chef du gouvernement. Nous vous proposons d'écouter le ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République islamique de Mauritanie, Messouda Baham Mohamed Lagdafa, des propos recueillis par Mamari Kone et Aléo Touré. Au cours de cette réunion, nous avons fait une restitution des travaux qui ont été faits aujourd'hui au cours de la 10e session du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Donc, les travaux ont porté sur 5 points essentiels. Le premier relatif à l'état d'exécution du budget et le plan d'action de la PGMV pour l'année 2024-2025. Aussi, il a été question de la discussion des contributions
statutaires des États membres. Il y a aussi l'idée de la construction d'un siège dédié à la Grande Muraille Verte au niveau de Nouakchott, étant donné que la Mauritanie est le pays du siège. Et un 5e point relatif au recrutement d'un nouveau secrétaire exécutif pour l'agence de la Grande Muraille Verte. Son Excellence a donné l'engagement du Mali à encourager et à renforcer le travail de la PGMV et son engagement aussi en vue de la protection de l'environnement de façon générale face au changement climatique, à la désertification, à la perte de la biodiversité, à la pauvreté de nos communautés. Donc c'est un engagement ferme de la part de son Excellence, de la part du gouvernement du Mali, et il a lancé un appel à tous les pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte à œuvrer pour la protection de l'environnement de façon générale, pour le bien-être de nos communautés et une meilleure résilience des populations les plus vulnérables. 1,5 milliard de francs CFA, tel est le coût de la construction et de l'équipement de l'Institut consulaire d'études et de formation de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. L'infrastructure qui offre des filières de formation aux acteurs du secteur privé a été inaugurée cet après-midi par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Bâti sur une superficie de 2680 mètres carrés, les locaux comprennent entre autres 17 salles de classe, un amphithéâtre de 200 places et d'autres commodités. Le reportage complet dans nos prochaines éditions avec Mamari Kone et Aliou Touré. Le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diaw, est arrivé ce jeudi après-midi à Niamey, où il participe samedi prochain à l'installation officielle du Conseil consultatif pour la refondation, le nouvel organe législatif de la transition au Niger, créé par un décret présidentiel en date du 18 avril 2025, conformément à l'article 68 de la Constitution. Le président du CNT a été accueilli à l'aéroport international Djouri Hamani par le président du Conseil consultatif pour la refondation, Dr Mamoudou Aruna Djingarei. Il a remercié son hôte pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à sa délégation, et c'est ce que nous signalent nos envoyés spéciaux Siaka Konate et Idrissa Traoré. Le Conseil national de transition poursuit sa session d'avril. La plénière de ce jour avait plusieurs projets de loi à son ordre du jour, mais seulement 4 projets de loi ont pu être adoptés. Il s'agit du projet de loi portant financement du projet d'appui pour la sécurité de l'eau au Mali et celui portant financement partiel de la construction du tronçon nord de la boucle nord des postes électriques autour de Bamako. S'ajoute à cela le projet de loi portant création de la direction générale des collectivités territoriales et celui portant modification de la loi de création du fonds d'entretien routier. La séance était présidée par le deuxième vice-président du CNT. Le compte-rendu de Alousseni Touré. Le projet de loi portant ratification de l'accord de financement du projet d'appui pour la sécurité de l'eau PASEMA a été signé entre la République du Mali et l'Association internationale de développement IDA. Il s'agit d'un prêt de 92 200 000 € contracté auprès de cette institution financière. Le projet vise à améliorer la desserte en eau, la conservation et l'amélioration du réseau. Le second projet de loi, également porté par le ministère de l'Énergie et de l'Eau, est relatif au financement partiel de la construction du tronçon de la boucle nord autour de Bamako et des postes électriques. Le montant du prêt s'élève à 30 milliards de francs CFA. La contribution de l'État malien étant d'environ 11 milliards de francs CFA. Le dit projet vise à améliorer la desserte en matière d'électricité. Les 2 projets de loi ont été adoptés par les membres du CNT alors que le banc du gouvernement était occupé par le ministre de l'Agriculture qui représentait son collègue en déplacement. Le premier, c'est le PASEMA, c'est le projet pour la sécurité de l'eau au Mali. Un projet d'ampleur qui a mobilisé 60 milliards de francs CFA, qui va servir à rénover les réseaux vétustes de la SOMAGEP à travers la SOMADEP
et pour réduire les fuites occasionnées par ces réseaux vétustes qui coûtent quand même à l'État 11 milliards de francs CFA par an à peu près. Donc d'autres composantes serviront à créer des retenues d'eau, à sécuriser l'eau, à lutter contre le dragage sur nos cours d'eau, à installer des compteurs intelligents et des équipements solaires aussi pour éviter les coupures d'eau. Le deuxième projet de loi, c'est le financement partiel de la boucle nord du Mali 225 kV. Vous savez, l'État a pensé un système de boucle autour de la ville de Bamako pour permettre, quelle que soit la ligne qui vient autour de la ville, de recevoir intelligemment et de manière efficace l'électricité, pour asseoir quand même la qualité un peu dans la desserte de l'électricité au Mali. Les efforts que le gouvernement est en train de fournir aujourd'hui, on voit que le CNT est en phase avec le gouvernement pour que, à travers la ratification de ces textes, qu'on puisse améliorer les conditions de vie des populations. Et dans l'axe 3 de la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, il a précisé qu'il faut qu'on aille à la satisfaction des besoins essentiels des populations. Et ces deux textes afférents à l'approvisionnement en eau, en eau potable, l'approvisionnement en électricité, je pense que ça s'inscrit parfaitement en droite ligne de la mise en œuvre de ce axe. Le troisième projet de loi est relatif à la création de la Direction générale des collectivités territoriales. Il s'agit d'un recentrage des attributions du service. Aujourd'hui, on a créé la Direction générale des collectivités territoriales. Disons, on a renforcé les textes parce que la direction existait déjà. Et dans ses fonctions, elle avait souvent des conflits avec la Direction nationale de fonction publique des collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, on a soustrait des compétences de la deuxième pour renforcer les compétences de la première. Donc ça permet à la Direction générale des collectivités territoriales de fonctionner correctement et d'apporter beaucoup d'améliorations au processus de la décentralisation au Mali. Cette direction générale a été créée en 2011 dans un contexte marqué par l'exercice d'autres attributions qui ont fait l'objet de transfert à une nouvelle direction qui a été créée plus tard en 2016, qui est la Direction nationale de la fonction publique des collectivités territoriales. Donc il fallait faire la démarcation entre les attributions des deux directions pour éviter que les gens n'aient toujours pas de confusion entre les missions des deux services. Évidemment, les deux services étant du ministère de l'administration territoriale, on avait toujours la possibilité d'impulser une dynamique permettant d'avoir la cohérence dans l'action des deux services. Quant au quatrième projet de loi, il vise la modification de la loi portant création du fonds d'entretien routier. Il a été défendu par le ministre en charge de l'urbanisme en lieu et place de sa collègue en déplacement. Ça va permettre à ce que aisément l'organe dirigeant du FER Mali soit piloté par des personnes vraiment corrompues dans les domaines des transports et en phase avec les autorités, qui est très important. Ce sera pas donc ils seront ensemble comme une seule équipe et pour faire booster vraiment l'économie. Et aussi du point de vue financier, les fonds seront logés dans les banques et qui seront quand même des banques maliennes sous l'égide du ministère des Finances. FER Mali a été créé en 2022 par une loi que le CNT a adoptée, mais dans l'application, des insuffisances ont été constatées, notamment en ce qui concerne la nomination du président du conseil d'administration. Voilà, donc il fallait corriger ces insuffisances-là et c'est ce que le gouvernement a fait en adoptant une ordonnance. Et c'est cette ordonnance-là qui aujourd'hui a été vraiment ratifiée par le Conseil national de transition. Donc je tiens à remercier vivement la commission qui a été saisie au fond, la commission travaux publics, domaine, habitat et transport, donc qui a fait un travail remarquable. Voilà, et aussi les commissions saisies pour avis aussi qui ont
accompagné cette commission saisie au fond et l'ensemble des membres du CNT pour vraiment avoir compris la pertinence vraiment des modifications apportées par le gouvernement et les ont acceptées. Les travaux de la session d'avril du CNT se poursuivront jusqu'au 5 juillet prochain. Le ministre de la Refondation de l'État a eu hier une séance de travail avec les membres du comité indépendant de suivi et évaluation des assises nationales de la Refondation. Il s'agissait pour les membres du comité de s'informer de l'effectivité du projet de digitalisation lancé par les autorités maliennes. Les informations obtenues rassurent, disent-ils. Les détails avec Youssouf Diakité et Djili Maradjabati. La digitalisation de l'administration, la simplification des procédures administratives, c'est la question fondamentale qui est au centre de cette rencontre du ministre de la Refondation de l'État et les membres du comité indépendant de suivi et évaluation des assises nationales de la Refondation. Les membres du Sincère ANR sont venus constater l'effectivité du projet de digitalisation lancé par le gouvernement du Mali. Nous, en qualité de comité responsable de suivre l'effectivité des mesures qui sont dites dans les recommandations des assises nationales de la Refondation également décidées par le président de la transition. L'idée, c'est de vérifier est-ce que ces services ont été effectivement digitalisés. Aujourd'hui, nous avons rencontré le ministre de la Refondation pour faire le point sur qu'est-ce qui était digitalisable dans les procédures administratives et aujourd'hui, on en est à quel niveau. Donc on a eu différentes informations relatives à ce qui est digitalisé au niveau des impôts, au niveau du trésor, au niveau de la douane. Nous allons aller vérifier des visus sur le terrain, chez les usagers, comment ils ont accès, quels problèmes ils ont à l'utilisation des plateformes digitales d'accès aux documents administratifs. Selon le comité du Sincère ANR, les informations obtenues auprès du ministère de la Refondation rassurent. Nous sommes satisfaits de la rencontre que nous avons eue avec le ministère de la Refondation. Un comité technique a été mis en place par décret du président de la transition qui met en place totalement une équipe qui est spécialisée dans le suivi et les décisions relatives à la digitalisation des procédures administratives. Il faut le noter, le programme de déploiement de la digitalisation se poursuit dans l'ensemble de l'administration malienne jusqu'à la couverture intégrale du pays. Plus de 76 tonnes de drogue et autres produits stupéfiants ont été incinérés par l'Office central des stupéfiants OCS. Des saisies opérées par l'OCS et autres structures impliquées dans la lutte contre la drogue pour le compte du district de Bamako. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Elle se tient cette année sous les thèmes prévention et résilience communautaire, un rempart contre la drogue au Mali. Elle vise à attirer l'attention de la population sur les dangers liés au trafic et à la consommation de la drogue. Compte rendu Boubacar Bablentouri. Au Mali, selon les statistiques de l'Office central des stupéfiants OCS, plus de 70% des jeunes âgés de 15 à 45 ans sont impliqués dans le trafic et la consommation de drogue et autres substances stupéfiantes. Ce chiffre en dit long sur l'ampleur des saisies effectuées par l'OCS et d'autres structures engagées dans la lutte contre la drogue. Entre le 27 juin 2024 et le 25 juin 2025, 128 tonnes de drogue ont été saisies à Bamako et dans certaines régions du pays. Pour la seule ville de Bamako, ces saisies sont estimées à plus de 76 tonnes. Ces produits ont été incinérés ce 26 juin à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Cette séance d'incinération vraiment s'appuie surtout vraiment sur l'article 136 de la loi des stupéfiants qui stipule que vraiment tout produit saisi doit être détruit pour éviter que les produits se retrouvent encore vraiment entre les mains de ces dealers et que les produits ne soient recyclés encore. Cette année, la quantité qui a été saisie vraiment est supérieure vraiment à l'année dernière. Les produits qui ont été saisis, ça s'élève vraiment à des dizaines de milliards de francs CFA. Les substances ainsi détruites comprennent de la cocaïne, du cannabis et ses dérivés, du crack, du tramadol, ainsi que des médicaments pharmaceutiques contrefaits, pour ne citer que cela. Face à l'ampleur du phénomène, une lutte à la fois nationale et internationale s'impose pour parvenir à une société sans drogue.
C'est dans ce cadre qu'a été choisi le thème national prévention et résilience communautaire, un rempart contre la drogue au Mali. Dans le domaine de la lutte contre les drogues, il y a 4 catégories d'enfants. Ceux qui ne vont pas consommer, ceux qui peuvent consommer, ceux qui ont déjà consommé et ceux dont la consommation est devenue problématique pour eux et pour la société. Donc cette journée, ça nous rappelle que nous devons les assister, nous devons les aider. Aujourd'hui, nous sommes dans un événement où on voit un peu l'incinération. Je pense que ça, c'est déjà très symbolique. Ça montre déjà l'engagement du gouvernement du Mali à lutter contre la drogue et les stupéfiants et surtout à protéger les populations, particulièrement les jeunes, contre les dangers de la drogue. Le Mali, aujourd'hui, pour nous, c'est un pays champion en la matière. Un moment fort de la cérémonie d'incinération a été l'allumage symbolique du feu par le directeur de l'OCS en présence des membres de la commission chargée de la question ainsi que des acteurs issus d'organismes internationaux. Elle détruit la jeunesse et sa dépendance nuit gravement à la santé. Nous parlons toujours de la drogue. Ce soir, nous nous intéressons à la prise en charge des toxicomanes par le Centre de réduction des risques et de prise en charge des addictions de Bamako. Un centre qui reçoit en moyenne 3 à 4 personnes dont la vie bascule du fait de la consommation de la drogue et autres substances toxiques. C'est une équipe médicale pluridisciplinaire qui s'occupe de la prise en charge. Awadit Makamara est allé à la rencontre des malades dont le quotidien est partagé entre stress et désespoir. Beaucoup se sont confiés à notre équipe à cœur ouvert. C'est le grand format de cette édition à l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Suivons. Un soir à Bamako, la capitale, pas besoin de discuter longtemps avec des jeunes noctambules pour se rendre compte de l'ampleur de la consommation des stupéfiants. Hélas, goûter un jour un de ces excitants est la principale porte d'entrée de l'addiction. Et après, c'est le produit qui prend le contrôle sur ceux qui le consomment. Le phénomène devient un véritable problème de santé. En plein cœur de Bamako, ces jeunes au vu et au su de tous s'adonnent à la consommation de la drogue. Ils sont parfois agressifs et pour raison de sécurité, nous avons pu nous procurer quelques images qui se passent de tout commentaire. Bienvenue donc au CERPA, le centre de réduction de risques et de prise en charge des addictions, un site de Arcade Santé Plus situé discrètement à Tomikorobougou, en commune 3 du district de Bamako. Il est le fruit de la coopération entre le gouvernement et certains partenaires. Le CERPA, de sa création à nos jours, a déjà accueilli des dizaines de jeunes victimes de la consommation des stupéfiants. Aminata, prenons d'emprunt pour cette dame de 29 ans. Elle est arrivée ici un matin, sans valise, silencieuse, avec un sourire presque effacé. Depuis quelques années, elle tente de sortir de l'ombre de la dépendance de la drogue. Nous l'avons rencontrée au CERPA où elle se perd parfois dans ses pensées du fait de l'effet des stupéfiants. Tout a commencé en 2015, fin 2015, quand je suis revenu du Maroc avec ma licence en gestion des ressources humaines. Je ne vais pas rentrer dans la profondeur de mon histoire parce que mon problème c'est familial. Très souvent trahie par la mémoire, cela fait 3 mois qu'Aminata fréquente le centre. La gorge nouée, elle a de la peine à exprimer le remords. Partout, c'est à qui tu tiens le plus quand ces mêmes personnes ne voient pas l'effort que tu fais. Lui, à sa demande, nous l'appelons Boubacar, la trentaine révolue, avec une histoire différente de celle d'Aminata. Mais tous sont victimes de la consommation de la drogue. Il se rappelle encore des moments sombres de sa vie. Pour l'info contenu de la Aborati, seulement mes cousins n'y ont bon, Aborati là, il y a drogue pour montrer que Kaira, il la tient, Kaï, toi tu es passé à un niveau supérieur. Warbi Somogo donc. Ale bɛ dɛsɛ wari la kuma dɔ la mais a waati la ne tɛ dɛsɛ wari la donc a bɛ ne nɛgɛn ne bɛ wari ta ka na
En parlant des nuits passées sans sommeil, Boubacar glisse un détail plus lourd. Aminata et Boubacar n'ont certes pas la même histoire ni les mêmes cicatrices, mais comme les autres patients de ce centre, ils ont ceci de commun, qu'ils se sont tous retrouvés dans le piège de la drogue et de l'alcool. Fort heureusement pour eux, ils ont découvert le SERPA. Ce centre accueille, écoute, soigne et redonne à l'homme sa dignité. Ici, le mot addiction ne rime pas avec exclusion et ne signifie pas que l'on est irrécupérable. Depuis les années 2013-2014, nous avons constaté, en tout cas sur le terrain, qu'il y avait plusieurs utilisateurs de drogues injectables qui revenaient positifs au test de dépistage. Donc, avec des partenaires, notamment Plan, le ministère de la Santé également, nous avons commencé à réfléchir effectivement à travailler ensemble autour d'une coordination multisectorielle pour un peu adresser le défi de la drogue. En 2018, la prévalence du VIH-Sida dans la population usagère de drogue injectable est de 5,2%. Ce qui est à peu près 5 à 6 fois plus élevé que dans la population générale. Le ministère de la Santé, à travers la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé au Mali, l'ONU-Sida, Arcade Santé et la société civile au Mali, a élaboré un document national de politique de réduction des risques liés à l'usage des drogues de façon générale et plus particulièrement des drogues injectables. Ici, les patients sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins, des addictologues, des psychologues et des infirmiers qui proposent plusieurs activités de distraction afin de leur permettre d'oublier la drogue. Le baby-foot, le ludo, le damier, la carte et la télé. Quand les personnes usagères de drogue arrivent dans les centres, ils passent d'abord par l'accueil orientation. Là-bas, ces personnes sont soumises à des tests de VIH, hépatite B et C. Et ensuite, elles sont orientées ici. Donc, une fois ici, on fait une évaluation globale pour estimer leur niveau, leur degré de dépendance aux produits consommés. Donc, on essaie de retracer un peu l'histoire de la consommation. Au SERPA, la mise au vert de ces jeunes se fait dans un cadre pédagogique, des partages d'expériences, des conseils qui permettent de leur redonner confiance. C'est soit par thérapie en groupe ou de façon individuelle. Parmi les stratégies de sensibilisation, les cliniques mobiles qui se déplacent à l'intérieur du pays et dans les établissements. D'animation qu'on fait, avec médiation thérapeutique fanake. Oya e kaseka ana au masa ou boulot do yoron boulot. Chama be drogu kama denkere febe. Chama be sokono nabla. Denkere febe bolon tamachien be. Donc amandi moyi. Au bébé corriger. Ni parents nana sisan ba essayer ka ni parents y réconcilier pour que obese ka baraka parce que lu joda ba de be furakel la. Na nana ya fana donc appui nutritionnel bien. Même si n'a te se ka beta minu ko ni manana centre la dum be dominique. Vrai ou faux? Ah o te gara faux. La consommation de la drogue est donc devenue un phénomène inquiétant. Dans le seul centre de réduction des risques et de prise en charge des addictions de Arcade Santé Plus, les chiffres sont interpellateurs. Plus de 1000 personnes victimes d'excitants y sont enregistrées le dernier trimestre, dont 45 les seules 3 premières semaines du mois de juin. Le plus jeune a 14 ans. Donc ce centre est là pour accueillir ces personnes-là, pour leur offrir des traitements, pour leur offrir en tout cas des espaces d'échange et des espaces d'autonomisation et des renforcements de leur personnalité. Fatoumata est mère d'un garçon qui passe le bac cette année. Encore longtemps, elle a cru que ça n'arrivait qu'aux autres, jusqu'aux absences répétées de son fils à la maison et à l'école. Aujourd'hui, elle ne fuit pas les responsabilités. Au contraire, elle les soutient malgré la douleur.
o san saba kɔnɔ an ye degun caman sɔrɔ n'a wulila ka da tɔw sɔgɔlen sɔrɔ a dara mina fɛn bɛ so kɔnɔ a b'a bɛɛ tiɲɛ nka an nalen centre kɔnɔ ani centre mɔgɔw b'a kuma kɛ sɔni sɔn centre mɔgɔw de bɛ to k'an bilasira ani an kan ka waleya jumɛn kɛ minnu t'a tɔɔrɔ minnu t'a to a bɛ bɔ tuguni. Parmi ceux qui ont franchi ce portail, il y a ceux qui y restent et ceux qui en ressortent véritablement transformés, fortifiés. Plusieurs années dans la consommation, c'est ainsi que vers mars 2023 que les animateurs de Arcade Santé Plus nous ont fait savoir de l'existence du centre. Ils nous ont inséré d'abord comme père mobilisateur. Un père mobilisateur, c'est quelqu'un qui prépare le terrain pour les animateurs de Arcade Santé Plus. Nous avons été introduits au programme de désintoxication. C'est ainsi que nous, on a enclenché notre processus de décrochement jusqu'à ce que nous avons pu être réinsérés. La dépendance à la drogue n'est pas un choix, mais s'en sortir, oui. Et la fin des addictions commence par un choix, celui de se faire accompagner et surtout de ne plus se tourner vers cet ennemi qu'est le stupéfiant. Le ministre de la Santé et du Développement social, accompagné de son collègue de la Justice et des Droits de l'Homme, a également présidé la 24e édition de la Journée de l'Ordre des pharmaciens qui s'est ouverte ce matin. Les pharmaciens du Mali se retrouvent donc autour du thème l'intelligence artificielle, une opportunité, une nécessité ou un danger pour l'avenir de la pharmacie. Les présidents de l'Ordre des pharmaciens de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger, du Togo et du Bénin participent à cet événement. Le compte-rendu de Awada Koulibaly et Aruna Diarra. Elle bouleverse tous les systèmes depuis quelques années. Elle s'impose à tout domaine aujourd'hui. L'intelligence artificielle s'est révélée être à la fois un espoir immense, mais aussi une inquiétude légitime au regard des dérives engendrées par elle sur le plan éthique. Les pharmaciens prennent le taureau par les cornes. Aujourd'hui, c'est une séance qui a un impact fort sur nos prises de décision, sur nos choix thérapeutiques. Donc nous devons faire en sorte que le dernier mot nous revienne. L'intelligence artificielle nous fait des propositions. C'est à nous de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme profit. Et du point de vue santé, au-delà des prouesses scientifiques, il y a des questions d'éthique qui se posent, parce que c'est la vie des humains. Donc il faut conjuguer évolution et éthique. Avec cet outil à portée de main, ajouté à leur savoir-faire, les porteurs de blouses blanches à col vert souhaitent à présent réduire au plus bas l'importation de produits pharmaceutiques. Et si le capital est ouvert, nous, pharmaciens du privé, sont capables d'apporter le savoir-faire nécessaire, mais surtout les ressources financières, pour qu'au moins dans 5 ans, nous puissions atteindre 30% de production locale. Ma main tendue depuis la 23e journée demeure pour le partenariat public-privé afin de renforcer l'UMPP. Si vous souhaitez vous manifester, je vais pouvoir faciliter avec mon homologue de l'industrie et du commerce pour une production locale fructueuse par les nationaux. Le combat qui demeure dans la pratique pharmaceutique et mentionné à chaque édition est la prolifération des médicaments contrefaits et des faux agents. Aujourd'hui, des textes existent et chaque personne mise en cause s'expose à un emprisonnement de 5 années et une amende de 5 millions de francs CFA. Le marché du carbone, une opportunité pour le secteur privé. C'est le thème de la 5e édition du Forum du développement durable. L'initiative qui est du Centre international pour le conseil et la formation en collaboration avec Challenge Consulting de Bamako vise à orienter les actions des acteurs du secteur privé vers l'utilisation du carbone en vue de contribuer à réduire les effets du changement climatique. Boubacar Bablin Touré, compte rendu. Les effets du changement climatique sont plus que perceptibles de nos jours. Rareté de pluie, réchauffement climatique sont autant de conséquences engendrées. À l'origine du phénomène, les activités humaines qui pèsent sur la nature. Pour inverser la tendance, un changement de comportement s'avère nécessaire. Cela passe par l'information et la sensibilisation. C'est le sens de ce forum du développement durable. 5e du genre, le thème retenu est le marché du carbone, une opportunité pour le secteur privé. L'initiative est du Centre international pour le conseil et la formation en collaboration avec Challenge Consulting de Bamako. Le marché carbone représente une voie prometteuse pour le secteur privé malien en offrant des perspectives de rentabilité économique
tout en contribuant activement à la réduction de notre empreinte carbone nationale. À travers ce forum, nous visons également une meilleure compréhension des enjeux du marché carbone pour le secteur privé. Au programme de cette édition qui va durer 2 jours, 4 panels qui aborderont des questions comme les réformes institutionnelles attendues, les risques et défis spécifiques au secteur privé, les avancées technologiques applicables et l'empreinte carbone dans les industries minières. Ce forum ne doit pas être un moment d'observation, mais un espace d'engagement, de proposition et de convergence. Je vous assure ici que l'État jouera son rôle en créant un environnement propice, mais il appartient aussi aux entreprises, aux chercheurs, aux ONG, aux partenaires techniques de co-construire ces marchés afin qu'ils reflètent les priorités, les potentialités et les réalités du Mali. Comme fait marquant, l'engagement des acteurs à travers la signature du tableau et un sketch sur l'utilisation des foyers améliorés. Elle garde du temps. Et c'est communiqué le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes se fondant sur la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune porte à la connaissance de la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Muharram ou Jom Nekalo n'a été aperçu dans aucune localité du pays à la date du mercredi 25 juin 2025. Par conséquent, le mois lunaire Muharram ou Jom Nekalo débute au Mali le vendredi 27 juin 2025. En outre, la célébration de la fête de l'Ashura est prévue pour le dimanche 6 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. La création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement dans l'espace de l'AES constitue un enjeu majeur. Ce sujet a été au cœur d'une conférence débat ici à Bamako, animée par Mamadou Lamine Silla, économiste spécialisé en intelligence économique. L'objectif était d'éclairer sur les bénéfices liés à cette initiative considérée comme un pilier dans la quête de souveraineté économique pour la région. Reportage Mohamed Sangari. Depuis l'annonce de la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID-AES, les économistes et experts de notre pays suivent avec une grande attention ces nouvelles dynamiques régionales. Cette future institution, qui réunira notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a pour objectif de favoriser le développement économique de l'espace AES tout en renforçant leur souveraineté financière. Pourquoi les banques financent moins les économies ? Est-ce que parce que nos économies sont beaucoup plus risquées ou bien c'est parce que nos entreprises ne sont pas structurées d'une manière adéquate pour que les banques puissent les comprendre et les accompagner? Donc c'est là où justement la conférence a tout son sens. Pour que nous puissions créer les cadres qu'il faut, parce que le financement de l'économie n'est pas à hauteur de souhait avec maximum 30%, il faut trouver des mécanismes alternatifs. Raison pour laquelle il faut que cette banque confédérale aujourd'hui, dont la décision a été prise par nos chefs d'État de le créer, il faut qu'elle s'insère dans la passerelle relative aux difficultés existantes relevées par les banques existantes. Il faut que concrètement cette banque confédérale arrive à se spécialiser ou arrive à prendre un peu plus de risques que les banques classiques pour financer le reste de l'économie qui est sous-financée. Lors de cette conférence, plusieurs questions ont été discutées, notamment la création d'une monnaie régionale spécifique ainsi que la distinction entre un fonds d'investissement et une banque d'investissement. Ces réflexions ont permis au public de mieux comprendre les enjeux et les perspectives liées à cette initiative qui vont bien au-delà de la simple création d'une institution financière. En réalité, il s'agit d'une démarche stratégique visant à réduire la dépendance des États membres au financement extérieur et à renforcer leur autonomie économique. Un mot de sport. Les preuves de la lutte traditionnelle des premiers Jeux de l'AES sont pris fin ce jeudi 25 juin au stade Mamadou Konaté. Au terme de la compétition, les lutteurs nigériens se sont illustrés en remportant la première place. Les combats se sont déroulés dans une ambiance fraternelle. Et à l'occasion de sa visite officielle en Fédération de Russie, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a adressé un message fort à la diaspora
diaspora malienne et résidant en Russie. Le message prononcé en langue officielle bamanankan sera diffusé après ce journal dans nos programmes avec Garibou Pérou, Sidiki Balo et Adama Kamara. Restez donc câblés sur votre chaîne nationale. Juste après, vous aurez Malikoura Tassera 3 qui reçoit le ministre des Mines en langue officielle à Bamanankan. Et c'est ce qui met un terme à cette session d'information. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur ORTM1.